Est-ce que tu peux montrer l'exemplaire de luxe? Puisque l'exemplaire de luxe est épuisé et qu'il va y avoir une prochaine édition revue et augmentée, et nous vous encourageons à d'ores et déjà vous inscrire parce qu'il y en manquera à nouveau. Alors, un bouton dessus peut-être. Dessus. 7 minutes. Ça a bien démarré. 7 minutes à partir du moment où je réussis à parler. La souscription de l'ouvrage de luxe, c'est pas simplement un ouvrage de luxe, c'est simplement pour ceux que j'aurais convaincus avec l'édition que vous allez certainement acheter ou que vous avez déjà acheté. C'est pour Noël le cadeau idéal qu'il faut commander chez Patrick. Vous verrez les plans qui se déplient, le portfolio Armandie, c'est-à-dire des photos d'époque, les documents facsimilés, le cahier des charges des 44 hectares, le cahier des charges du lotissement du Cap Ferré, un cadeau merveilleux. 7 minutes à partir de maintenant. La presqu'île, c'est la conquête de la presqu'île, c'est la conquête du Far Southwest, c'est-à-dire une terre aride de sable qui n'intéressait personne. Et l'histoire de la naissance d'une station, c'est expliquer comment cette terre stérile, avec des pins rabougris, avec des étendues désertes, avec un paysage qui n'était habité par personne, comment nous avons eu en 100 ans la bascule d'un territoire désertique au plus bel endroit de France. Je n'ai pas peur de le dire, vous le savez tous, nous sommes au plus bel endroit du monde, la terre la plus jeune de France, puisqu'elle est formée de résidus sableux. L'action de Napoléon III a été d'y planter des pins. Les pins rabougris du bout de la presqu'île ont été les premiers qu'il a fallu vendre, puisqu'ils étaient rabougris, soumis à l'action du vent et pas exploitables. C'est la création des 44 hectares. L'État aliène pour la première fois les 44 hectares. Cette terre qui était stérile devient terrain à bâtir. Donc, elle change de nature. L'histoire de la presqu'île, c'est une histoire de conquête. Des gens qui ont tous l'intuition qu'on peut faire quelque chose avec cette terre stérile. Le premier, c'est M. Labro, 550 hectares achetés à l'État. Il va en faire des terrains à bâtir. Labro est un malchanceux. Il passe la main à Joyeux, qui est un malchanceux, qui passe la main à une société anonyme qui est très malchanceuse puisqu'elle dépose le bilan. Le Cap Ferré doit sa sécurité à cette succession de malchanceux qui n'ont pas pu construire des immeubles collectifs, qui n'ont pas pu construire d'hôtels, qui n'ont pas pu construire de maisons de jeu, qui n'ont pas pu construire les routes qui étaient en bordure du bassin et en bordure de l'océan. Il me reste 1 minute 20, je suis un champion, Patrick. Cette préservation, la mise en valeur du site a été faite aussi par la préservation, et je me tourne vers vous. La préservation, c'est une préoccupation des ferrés capéens depuis pratiquement le début de la station. Nous avons eu la bataille du Membo, c'est-à-dire que nous avons évité la marina dans le Membo. Nous avons eu le conservatoire du littoral qui a acquis les dunes et qui a acquis la plage. Si bien que nous n'avons pas eu le lotissement sur la plage et nous n'avons pas eu le lotissement sur les dunes, les fameux ensablés. Et nous avons des gens sur place qui sont investis sur la préservation des berges, sur la préservation du rivage. Et vous trouverez tout cela dans ce volume. Les souscriptions sont ouvertes chez Patrick. Vous avez 10 minutes et les 400 exemplaires seront à coup sûr vendus en 10 minutes. Voilà. Merci. Bravo. Bravo Vincent. Vincent. Alors, des questions? Je trouve que j'ai lu ton livre, donc du coup, ça lui évite de travailler. Donc je vous présente. Accepté quand même. Je vous présente un garçon qui s'appelle Benjamin Oliven et qui a eu une bonne idée. C'est-à-dire qu'il a réussi à continuer à détruire l'art contemporain, comme tous les gens intelligents, mais en même temps en cherchant à débusquer
peut-être s'il n'y avait pas quand même quelques peintres vivants qui avaient vaguement du talent et quelque chose à défendre. Et donc c'est une sorte de contre-histoire de l'art contemporain que vous publiez avec beaucoup de brio, de curiosité. Et c'est vrai que parce que c'est un peu facile de toujours se moquer de l'art contemporain, de cette espèce d'ironie permanente qui m'attriste personnellement. Quand la dérision et quand le second degré sont au pouvoir, il n'y a plus de sincérité. Et donc, ça c'est vrai, mais en même temps, je trouve que c'est original et intéressant de quand même essayer de sauver quelques artistes avant qu'ils soient complètement posthumes. Est-ce que j'ai résumé un petit peu votre projet? Alors, je profite que vous êtes tous là pour dire que je suis très touché de ce qui vient de se passer, parce que je ne pensais pas du tout aller être introduit par Frédéric Becbédé, que je lis depuis tout petit, que j'écoute à la radio, pour qui j'ai la plus grande admiration, et dont le travail m'a en partie inspiré pour ce propre livre, parce que lui-même a publié des livres où il disait toute l'admiration qu'il avait pour des écrivains, et parfois en mélangeant des écrivains classiques, reconnus, acceptés de tous, et des écrivains ultra contemporains, et puis parfois aussi avec une image sulfureuse qui lui plaît particulièrement. Donc je suis très ému. Et effectivement, vous avez très bien résumé ma démarche, c'est-à-dire que tout le monde voit qu'il y a une sorte de problème avec ce qu'on appelle l'art contemporain. Je pourrais après vous développer pourquoi ce qu'on appelle comme ça et qui je mets dans le lot, etc. Mais en gros, les gens ont une idée globale de ce que c'est que l'art contemporain et se disent qu'il y a un problème. Et je pense qu'ils ont raison de se le dire et qu'il ne faut pas se laisser intimider par un certain nombre de lieux communs avec lesquels on nous terrorise ou nous intimide depuis 100 ans au sujet de l'art contemporain, c'est-à-dire vous rejetez X, vous auriez rejeté Van Gogh à l'époque. À l'époque de Picasso, des gens ont dit un enfant de 5 ans pourrait le faire. Enfin, ces lieux communs sont utilisés pour nous empêcher de critiquer l'art contemporain. Or, celui-ci doit être critiqué. C'est pas parce que c'est évident qu'il ne faut pas le faire. Mais effectivement, si on s'était limité à la critique, on aurait pu penser que c'était une critique qui était uniquement faite au nom du passé. Or non. Je pense qu'il y a un autre art contemporain, c'est le titre du livre, et il y a un autre présent, il y a d'autres choses à aimer dans notre présent, des artistes français ou étrangers qui pratiquent un art qui n'a pas forcément le soutien du marché, des grands collectionneurs privés, et aussi des institutions, puisque c'est une spécificité de la France, c'est la place de l'État dans la vie culturelle, la place du ministère de la Culture, etc. Et donc qu'il y a des artistes contemporains qui valent le coup et que c'est en leur nom qu'il faut critiquer l'art contemporain et pas seulement au nom du passé. Voilà, c'était pas trop long, vous savez. L'art contemporain est-il allé dans une impasse? Est-ce que c'est l'abandon de la figuration? Est-ce que c'est, moi, ce que j'appelle cette dérision permanente qui fait que tout l'art contemporain semble être juste une blague, une plaisanterie? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Est-ce que c'est dans les années 50, 60? Alors c'est effectivement à partir, on pourrait dire pour faire très simple, à partir de 68, c'est une date facile. Disons que jusque-là il y a de l'art qui est produit, qui est d'avant-garde, mais qui est encore lié à la beauté, même quand c'est de la peinture abstraite ou des choses comme ça. Et effectivement, après les années 60-70, il y a vraiment un basculement. Mais il faudrait remonter en arrière, c'est-à-dire que ce qui s'est passé de très important, c'est qu'on a mis là, c'est que nous tous, collectivement, comme civilisation, nous avons mis l'art à un degré très haut. C'est-à-dire que nous avons dit que les artistes, que les peintres étaient des prophètes, que c'était par eux que passait le sens de l'histoire, que les révolutions artistiques étaient les prophètes des révolutions à venir, c'est la notion d'avant-garde. On a même voulu imiter le mode de vie des artistes, donc c'est les fameux bourgeois bohèmes, le fait que tout le monde aujourd'hui veuille vivre dans un atelier d'artistes. Donc on a mis l'art et les artistes dans une position très élevée, et c'est un peu monté à la tête des artistes, c'est-à-dire qu'au lieu de s'appuyer sur un artisanat et sur un savoir-faire ancestral, ils ont à toute force voulu faire quelque chose à chaque fois d'historique et de révolutionnaire, et à force ils ont sacrifié, disons, la partie plaisante
et naturelle, de bon sens de leur art, qui était encore présente pendant très longtemps, pour se réfugier dans le concept. C'est-à-dire le concept, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais le concept, c'est le marketing, et donc c'est l'idée qu'on va faire événement, rentrer dans l'histoire par une idée, et non pas par une œuvre incarnée. Votre subjectivité, où vous avez des critères que vous avez décidé d'utiliser pour votre jugement dans ce livre. Alors, c'est beau, par exemple. C'est beau. Alors, je me suis appuyé sur mon goût, mais en fait, plus j'ai étudié l'histoire de l'art et de la peinture au XXe siècle, plus je me suis rendu compte qu'il y avait un principe qui en était pour moi le fil directeur. C'est ce que j'utilise une phrase du rappeur Booba dans mon livre, qui est « vrai reconnaissent vrai ». Donc dans le cadre du rap, ça veut dire que les auditeurs qui ont une expérience de la rue vont reconnaître en écoutant ce rappeur que lui-même en a une expérience. Mais dans le cadre un peu élargi de la peinture, c'est que les grands artistes au cours du XXe siècle se sont reconnus entre eux, de génération en génération, et qu'ils se sont en quelque sorte passé le flambeau. Et en fait, je suis reparti des deux derniers grands artistes figuratifs incontestables en France, qui sont Balthus et Giacometti. Je signale au passage que Balthus, qui est un peintre figuratif du XXe siècle, était le seul peintre plus jeune que lui dont Picasso ait acheté un tableau. Donc il lui-même, alors que Balthus pratiquait une peinture qui pouvait passer pour rétrograde à l'égard de Picasso. Mais pourtant Picasso, lui, en suivant le principe de vrai reconnaissent vrai, a reconnu en son cadet un peintre appartenant à l'histoire de la peinture. Et en suivant le fil de Balthus et Giacometti, j'ai regardé les artistes le plus jeunes que eux-mêmes avaient appréciés et distingués, leurs amis, leurs élèves. Et je me suis servi aussi de grands témoins, c'est-à-dire de figures comme le poète Yves Bonnefoy, comme le photographe Cartier-Bresson, qui avaient connu et aimé les artistes que nous aimons tous et que nous connaissons tous des générations précédentes, et qui ont suivi ces générations suivantes. Et donc c'est comme ça, en suivant ce fil de la reconnaissance mutuelle entre artistes, que j'ai établi une forme de liste, mais qui n'est pas seulement une liste subjective, même si ce sont des peintres qui me plaisent, mais ce sont des peintres qui sont tous reconnus entre eux. C'est le but de ce livre, c'est de les faire sortir de l'ombre. Je vais donner les noms, mais avant je vais dire quelque chose, c'est qu'il y a, tout au long du XXe siècle, il y a eu des peintres en France, en Angleterre, aux États-Unis, qui n'allaient pas dans le sens des avant-gardes, dont l'œuvre a été considérée comme ringarde au moment où elle était faite. Donc je pense à des peintres comme Bonnard et Vuillard en France, à un peintre comme Edward Hopper aux États-Unis, aux peintres anglais comme Bacon ou Lucian Freud. Et avec le temps, la qualité de ces peintures était telle qu'ils ont émergé. Et aujourd'hui, ils sont connus. Et là, je vous ai cité des noms de peintres qui sont aujourd'hui très connus. Hopper, Lucian Freud, Bacon, Bonnard, Vuillard. Alors qu'au moment où ils faisaient leur œuvre, ils étaient en retard d'une ou de plusieurs avant-gardes sur ce qui apparaissait comme l'histoire de l'art de leur époque. Et donc ces peintres, aujourd'hui, sont connus, mais on les voit, si on les connaît, on les voit comme des espèces d'individus un peu paumés dans le XXe siècle, allant nulle part, alors qu'au contraire, ils s'inscrivaient très, très consciemment dans une généalogie, dans une histoire qui continuait et qui a continué après eux. Bonnard aujourd'hui, ou que Jeff Koons, bon, ne rêvons pas, mais le plus moins connu de ces inconnus est un peintre qui est aujourd'hui mort, qui s'appelle Sam Safran, qui fait la couverture du livre, c'est un escalier, et qui était un peintre français d'origine juive polonaise, qui a rescapé de la rafle du Veldiv, qui a eu lieu quand il avait 10 ans, qui a été très proche de Giacometti, des deux frères Giacometti, en fait, Alberto et Diego, dont il était l'ami et le disciple, et qui a fait une peinture figurative fondée sur certains matériaux comme l'aquarelle ou le pastel, assez secrète, mais qui aujourd'hui s'est imposée. Il est assez connu des collectionneurs, il a une cote, enfin je l'ai pas sorti de mon chapeau, et il devait avoir une rétrospective à Beaubourg dans les années 80, et à la faveur d'un changement de direction à Beaubourg, sa rétrospective a été annulée 3 mois avant, alors que le catalogue était prêt, etc. Ce qui est très très rare quand même dans l'histoire des institutions culturelles françaises, et parce que son travail était considéré à l'époque comme trop rétrograde. Aujourd'hui, donc il est mort en 2019, et à ce moment-là, c'était l'un des 4 ou 5 peintres français vivants les plus cotés, avec Soulages, avec des gens que nous connaissons tous.
Safran, S-Z-A-F-R-A-N. Et puisque je suis là, j'en profite pour en citer un deuxième qui est bien vivant, lui, qui s'appelle Jean-Baptiste Sécheret, S-E-C-H-E-R-E-T, qui est un peintre de paysage, qui a peint notamment des vues de Trouville, de l'hôtel des Roches Noires et des vues de New York, et qui est extrêmement doué aussi. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un micro qui fonctionne? Non, mais est-ce que, au fond, ce que vous dites, c'est que les artistes sont trop préoccupés par l'histoire de l'art, par l'idée d'entrer dans l'histoire de l'art, plus que par l'art. C'est un peu ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas? Mais en fait, ça s'est accéléré, disons, avec la création du musée, l'importance du musée au XIXe siècle, la redécouverte de l'histoire, la découverte de l'histoire de l'art. Les peintres sont, les artistes, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, sont toujours préoccupés de leurs prédécesseurs. Mais disons pendant longtemps, le rapport de l'artiste avec ses prédécesseurs, c'est la volonté de les égaler, de faire aussi bien qu'eux. Et notamment, on peut penser à tous les peintres néoclassiques, c'est pas forcément les préférés, mais des peintres comme Poussin ou comme Ingres regardent vers Raphaël et se disent j'aimerais faire aussi bien. Ce qui a vraiment changé au XXe siècle, c'est que le rapport qu'on a avec l'histoire de l'art, ce n'est pas on regarde mes prédécesseurs en disant je veux faire aussi bien qu'eux, je veux éblouir le monde comme eux, mais on dit je veux autant faire scandale ou faire événement qu'eux. Voilà, en fait, on est un tout petit peu prisonnier du mythe des avant-gardes et voilà, et aussi de Van Gogh. C'est-à-dire qu'on a tellement entendu à raison, que Van Gogh était incompris de son vivant et qu'il a changé le monde en modifiant notre perception de la beauté, etc., que ce qu'on retient ce que les artistes contemporains que je critique retiennent de lui, c'est plutôt l'idée qu'il faut être mécompris au début, qu'il faut choquer, qu'il faut provoquer, qu'il faut faire scandale. Il y a aussi tous les scandales connus du 19e siècle, l'Olympia de Manet, le Courbet, etc. Donc on retient plus l'idée de faire scandale que l'idée de faire aussi bien qu'eux. Juste pour le plaisir de vous contredire, oui. Quelqu'un comme Damien Hirst, il a à la fois fait scandale, mais il est infiniment reconnu de son vivant, donc il est très très loin de ce schéma-là. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui a changé, c'est que les artistes contemporains que je critique se veulent les héritiers des scandaleux d'hier, des maudits d'hier, mais leur scandale est tout de suite soutenu par tous les pouvoirs en place, à la fois les pouvoirs de l'argent et les pouvoirs de la bureaucratie culturelle française. On peut penser à Koons au château de Versailles, ou aujourd'hui son bouquet accepté par Anne Hidalgo près du Grand Palais à Paris. Donc, est-ce que le problème n'est pas tout simplement que les gens au pouvoir ont des goûts de chiottes? Si, tout à fait. Tout à fait. Et si on devait... quel est votre imposteur préféré? C'est-à-dire celui que je sauverais, ou au contraire celui que je... Non, celui qui vous rend fou. Moi, je suis pas là pour critiquer, mais bon... un peu, alors on est là pour balancer un peu quand même. Si. Non, Jeff Koons, c'est une cible très facile, effectivement, mais j'aimerais insister aussi, c'est peut-être parce que c'est bien de l'enlever son linge sale en famille, il y a des problèmes spécifiquement français aussi. Bon, Jeff Koons, c'est un artiste américain, et c'est insupportable la façon dont la France se prosterne devant lui, mais il y a aussi en France des espèces d'artistes contemporains que des galeries fabriquent, pour essayer d'égaler les Américains, parce qu'on est toujours un peu fasciné par les Américains depuis leur victoire en 1944, et qui sont à la fois, qui sont des mauvaises imitations des avant-gardes américaines. Alors il y en avait un que j'aimais vraiment pas, qui s'appelait Claude Lévesque, mais entre-temps il a été pris dans un scandale de vie privée, donc j'ai pas envie de tirer sur une ambulance. Mais bon, Daniel Buren, par exemple, dans les colonnes orne le Palais Royal, et qui a mis ses rayures un peu partout dans le monde. Bon, ça c'est un vieux dossier, mais je pense qu'on a le droit de le réouvrir et de continuer à dire que c'est pas terrible, pour ne pas dire pire. Merci, bravo. Alors,